Bonjour à tous, bienvenue. Je tenais tout simplement tout d'abord à vous féliciter pour la parfaite organisation de cette journée, cette première journée des PTI. Je voulais également, outre vous féliciter, vous remercier pour l'invitation, remercier Novartis, remercier l'ensemble des patients, les spécialistes, nos amis français, nos amis néerlandais qui nous ont accompagnés. Et je voulais également m'excuser pour la pauvreté de ma maîtrise de la langue de Vondel, donc je le ferai en français, je m'en excuse, mais mes enfants vont en Flandre à l'école, mais je ne maîtrise pas aussi bien le néerlandais que mes enfants, malheureusement. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il n'existe malheureusement pas de médicaments anti-fatigue. Il n'y a pas encore de cachet anti-fatigue, il n'y a pas de pilule anti-fatigue. Et donc moi, je vais vous parler de ce que j'appelle le monstre du Loch Ness. Ce monstre du Loch Ness, c'est la fatigue. Beaucoup de gens la vivent ou ont aperçu le monstre du Loch Ness, mais c'est très compliqué de mettre un visage sur ce monstre du Loch Ness. Et donc moi, je suis consultant en fatigue dans 2 hôpitaux belges, donc au CHU de Liège et à l'ULB, Erasme à Bruxelles. Je travaille dans le service gastro-hémato sur la problématique de la fatigue. Et on va essayer, nous, de mettre un visage sur cette fatigue. Je vais essayer de vous permettre d'objectiver votre fatigue, vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en vous et surtout de trouver des solutions. Et puis je répondrai ensuite à vos questions. Alors j'ai fondé à Liège la première clinique de la fatigue qui prend en charge les patients fatigués avec tout un processus sur lequel je vais tenter de revenir dans quelques instants. Alors je vous propose d'emblée un petit sondage à main levée. Alors ce sondage vaut ce qu'il vaut, mais moi ce qui m'intéresse c'est de vous poser quelques questions. Vous a-t-on déjà dit, à un moment donné, tu es toujours fatigué ou tu es encore fatigué? Vous pouvez lever la main si on vous a déjà dit tu es encore fatigué. D'accord. Vous a-t-on déjà dit à un moment donné, on ne te voit plus nulle part? Non, donc ça c'est quand même positif, vous conservez une vie sociale. Qui éprouve un sentiment d'anxiété? D'anxiété, de peur? D'accord. Plusieurs d'entre vous lèvent la main. OK. Par rapport à cela, également, une perte d'efficacité, une perte de productivité, le sentiment de ne plus être efficace. OK. Davantage. Une perte de contrôle sur son corps. OK, donc ça parle quand même à beaucoup d'entre vous. Et alors, le sentiment de ne pas être compris par votre entourage, vos collègues, la famille, etc. Non, donc ça c'est quand même très positif, un petit peu. Et enfin, qui a un sommeil qu'il estime peu réparateur, qui rencontre des difficultés de sommeil? OK, donc là on a beaucoup plus de personnes qui lèvent la main. Donc on voit finalement qu'on rencontre globalement toutes ces difficultés qui sont associées à la fatigue. Alors venons-en finalement à la fatigue, tentons de mettre des mots sur cette fatigue. Je définis la fatigue comme une sensation d'épuisement que ni la sieste ni le repos ne viennent apaiser. Autrement dit, vous vous endormez fatigué et vous vous réveillez tout aussi fatigué. C'est une incapacité à pouvoir mener des actions de manière volontaire. Vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Et donc on dit toujours que c'est une maladie sans visage. Elle ne se lit pas sur votre visage. Personne parmi vous, quand je vous regarde, je ne vous vois pas fatigué. Et donc c'est très compliqué socialement comme familialement de pouvoir vivre avec ce type de maladie. 2, c'est une expérience subjective, personnelle, je dirais presque intimiste. Chacun va vivre la fatigue en fonction de ses ressources, en fonction de ses jetons d'énergie. On a tous un certain nombre de jetons d'énergie au début de la journée, on les met dans la machine, et puis à un moment donné, la machine, elle s'arrête. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Eh bien, c'est ça la fatigue, c'est cette incapacité à pouvoir mener une action de manière volontaire. Et puis alors, c'est un phénomène multidimensionnel. Donc peut-être que vous rencontrez des symptômes physiques. Ça peut être des douleurs, ça peut être les yeux rouges, des maux de tête. Il peut y avoir également des symptômes d'ordre comportementaux, donc l'irritabilité, la colère, des symptômes cognitifs, perte d'attention, perte de concentration, difficulté de s'exprimer. Et puis alors des facteurs émotionnels, plus de l'ordre de l'anxiété, par exemple. Ce sont des symptômes associés. Et c'est ça qui rend très compliqué la prise en charge de la fatigue, c'est qu'on ne parvient pas finalement à pouvoir faire un chemin tracé pour tout le monde. Chacun vit la fatigue en fonction de ses propres ressources. Alors pour vous donner une image, moi j'aime beaucoup utiliser les images, vous allez vous en rendre compte. J'utilise souvent l'image du smartphone, du GSM. Quand vous voulez recharger le smartphone, eh bien les 20 premiers pourcents, ça prend beaucoup de temps et puis après ça décolle. Et inversement, quand le smartphone se décharge, ça se décharge très vite, mais les 20 derniers pourcents, ça se décharge relativement lentement. Eh bien c'est exactement la même chose avec la fatigue. Ça a mis beaucoup de temps
pour se décharger, ça a mis beaucoup de temps pour que la batterie soit à plat, et il va falloir beaucoup de temps pour restaurer l'énergie petit à petit. Et donc parfois je dis aux patients, mais ça fait maintenant 6-7 ans que vous êtes fatigué, et on va tenter de restaurer l'énergie en 3 à 6 mois. Une autre image que les patients me donnent souvent, c'est celle du bateau à la dérive. Ils sont sur un bateau, d'accord, et il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de personne à la barre de ce bateau. Et ce bateau, il vogue sur les flots. Et donc on pourrait trouver toute une série d'images dans le même sens. C'est l'image de la mer aussi. Donc la mer, elle se refroidit lentement, elle se réchauffe lentement. Eh bien la fatigue, c'est la même chose. Ce sont des processus extrêmement lents. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement de la fatigue, moi j'ai développé ce que j'appelle une carte de la fatigue qui est matérialisée par le document suivant. Vous avez le bateau. Vous êtes sur un bateau et ce bateau, sur les flots, doit passer à proximité du triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes, c'est le triangle où on peut se perdre. Il y a le regard également, le regard des gens, le banc des regards. Vous arrivez sur l'île de la fatigue et vous allez rencontrer le cimetière de l'anxiété. Il y a beaucoup d'anxiété qui est souvent associée à la fatigue. Il y a le gouffre des ressources également. Il y a l'insomnie, les moutons de l'insomnie. Vous pouvez rencontrer également le cimetière des bonnes habitudes. Cette carte-ci qui existe en français, je m'engage à essayer de la traduire en néerlandais. C'est un outil que mes patients utilisent énormément parce qu'ils l'utilisent au quotidien pour essayer de matérialiser ce qu'ils vivent. Et puis à un moment donné, moi je vous propose quoi ? Eh bien, je vous propose de franchir le pont et d'aller sur l'île de la délivrance. Et sur l'île de la délivrance, c'est ça que vous allez vous délivrer cette fatigue-là. Vous allez accepter de mettre des mots. D'accord, sur votre fatigue, de vous travailler sur vos ressources, travailler sur vos forces, travailler sur les priorités dans votre vie. Et puis ensuite, on va franchir un cap supplémentaire pour aller sur l'île de la connaissance. On va essayer de connaître la fatigue, le musée des connaissances, comprendre ce qui se passe en nous. Et puis ensuite, on s'envole vers l'île des solutions. Et dans les solutions, il y a le Graal des ressources. Vous avez vu qu'il y a la plage du plaisir, il y a la forêt des projets, etc. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que 90% des patients qui viennent me voir sont des patients en immuno, en gastro, en dermato. Et 90% de ces patients, en fait, ne se rendaient pas compte que leur fatigue était très souvent liée à des phénomènes paramédicaux. Donc, ils n'étaient pas liés spécifiquement au départ à la maladie, mais étaient liés à des phénomènes paramédicaux. Et c'est pour ça que ça a évidemment du sens de s'engager dans ce type de parcours. Alors, la première étape, si on veut vraiment travailler sur la fatigue, c'est d'abord de tester. D'accord, c'est le testing, c'est de mettre un visage sur cette fatigue. Alors, je vous propose, moi, un certain nombre de tests dont vous pourrez disposer par la suite. Je vous invite vraiment à faire un bilan fatigue complet. La fatigue, il existe plusieurs tests, le test IBD, MIF, FACIT. Il y a le test du sommeil qui tente de voir de vérifier votre qualité de sommeil. Le test d'anxiété et de dépression, parce que la dépression est un phénomène aussi associé régulièrement à la fatigue. Le test du burn-out, je dis toujours quand les gens franchissent le cap supplémentaire, sont en burn-out, moi je ne prends plus en charge le burn-out, ce sont souvent les psychiatres. Et puis alors il y a le test qu'on appelle de qualité de vie, sur lequel on va revenir, qu'on appelle l'IBD-DISC. Et alors l'intérêt de ces tests, évidemment, le gros intérêt de ces tests, c'est de scorer. C'est de chiffrer. Est-ce qu'on peut chiffrer ma fatigue ? Est-ce que vraiment je peux mettre un visage sur cette fatigue ? Et donc, si vous passez ce test-là, vous allez vous rendre compte, soit je suis vert. Vert, c'est une fatigue légère, une fatigue qu'on rencontre au quotidien. Jaune, c'est une fatigue qui commence à être alarmante. Et là, il faut commencer peut-être à s'informer, essayer de réfléchir un petit peu à ce qu'on pourrait mettre en place. Orange, ça devient critique. Et rouge, alors là, on sombre véritablement dans une fatigue qui nous cloue au lit. Et alors, parallèlement à ça, il y a un autre outil très intéressant, je vous disais, c'est l'IBD-DISC. L'IBD-DISC qui vous permet de vérifier la qualité de vie, de vérifier votre qualité de vie. Ce test-là existe en ligne également, vous pouvez télécharger l'application, le faire régulièrement, et en fait, vous allez scorer l'impact de la fatigue sur différents éléments. Quel est l'impact de la fatigue sur mon sommeil ? Quel est l'impact de la fatigue sur ma vie familiale ? Quel est l'impact de la fatigue sur mon énergie ? L'impact de la fatigue sur mes émotions, l'impact de la fatigue sur ma vie intime, l'impact de la fatigue sur de la douleur. Et donc, vous allez mettre un score et puis vous allez relier chaque point entre eux pour dessiner une toile d'araignée qui apparaît ici en blanc. D'accord ? Et plus la toile d'araignée est importante, évidemment, plus le problème de fatigue est important. Et pour des spécialistes comme moi, évidemment, ce sont des portes d'entrée. Vous allez arriver et me dire, regardez, je fais 8 au niveau des émotions, 9 au niveau du sommeil, 2 au niveau de la douleur. Et ce sont autant de portes d'entrée qui nous permettent de pouvoir travailler autour de la fatigue. Donc la première étape, c'est d'abord de mettre un visage, c'est de scorer, de passer des tests qui vous permettent de dire, oui, voilà, je suis fatigué, et voilà les scores. Et c'est très important pour votre entourage familial comme pour votre entourage professionnel. Je voudrais faire un petit focus à présent
sur un autre élément qui est la crise du Covid. Parce que beaucoup de gens disent « je suis fatigué depuis le Covid ». En fait, la crise du Covid, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accentué nos fragilités. C'est pour ça que la Covid, le coronavirus est aussi dramatique. Il a accentué nos fragilités, il a amplifié nos fragilités, il est venu s'engouffrer dans nos vulnérabilités. Et donc les personnes les plus fragiles, évidemment, sont les principales victimes. Et quand on regarde les choses de manière un peu plus précise, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu en fait un effondrement de nos capacités de résilience. La résilience, c'est la capacité à pouvoir rebondir. Et on constate que cette capacité de résilience est passée de 32% à 23%. Et on constate également que l'anxiété est passée de 14% à 25%. Autrement dit, les gens sont atteints d'une anxiété beaucoup plus importante. Et cette anxiété-là, à terme, développe des maladies, de burn-out, etc. Et c'est ça, en fait, le problème du Covid. C'est qu'il a accentué nos fragilités et il a accentué le climat d'anxiété. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nos mécanismes d'adaptation à la vie se sont en fait effondrés. Au début, tout a fonctionné. Pourquoi? Parce que le besoin de sécurité était beaucoup plus important que le besoin de liberté. Et puis ensuite, plus la période durait, plus on s'est rendu compte à un moment donné que ces mécanismes d'adaptation s'effondraient. Et c'est à ce moment-là que les gens ont développé de nombreuses pathologies. Et donc, quand on regarde clairement le corona et la fatigue, on se rend compte que les gens ont rencontré de grosses difficultés au niveau du sommeil, au niveau du sens, la question du sens. Est-ce que cette vie a encore du sens? Est-ce qu'il y a encore du sens dans tout cela? La question de la solitude, les gens ont souffert de cette solitude, de ce manque de relations. Et après la période Covid, s'est développé d'autres pathologies liées au déconfinement. Le syndrome de l'escargot, oui, mais moi j'étais protégé chez moi, il faut que je sorte, que je rencontre les gens à l'extérieur, est-ce que je vais parvenir à y arriver? La peur de la contamination, la peur des autres. La grosse difficulté maintenant, c'est d'aller à la rencontre des autres. Regardez, on a perdu l'habitude de faire la bise, on a perdu l'habitude de se rapprocher, parce qu'on a peur de l'altérité. L'autre symbolise finalement celui qui pourrait porter le virus. Et donc, on a perdu ce relationnel qui nourrit tellement les personnes. Et donc, c'est important ce focus sur le Covid, qui a accentué les phénomènes de fatigue. Ce n'est pas la cause, c'est de nouveau un élément qui accentue. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu là où les fatigues. Alors, quand on parle de fatigue, on est en fait entraîné dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la fatigue. Le cercle vicieux de la fatigue, c'est que vous avez une sensation de fatigue. Vous avez dit tantôt, certains manquent d'énergie, certains ont des difficultés à initier des activités, etc. Ça, c'est la sensation de fatigue. Elle va entraîner une perte d'habitude. Donc, on va éviter des activités, on va supprimer des activités. Et puis, on va avoir des conséquences à court terme, du type perte de sentiment de contrôle sur le corps, perte de productivité, perte du sentiment d'efficacité, etc. Et puis, des conséquences à long terme, stress, anxiété, dépression, etc. Et donc, vous êtes en fait enfermé dans le cercle vicieux de la fatigue. Et moi, mon travail consiste à essayer de vous faire basculer dans le cercle vertueux de l'énergie, où on parvient à restaurer des moments d'énergie, on parvient à retrouver de la concentration, on parvient à retrouver une qualité de sommeil. Et automatiquement, vous allez retrouver des habitudes de travail. Donc, vous allez replanifier des activités, vous allez augmenter votre vie sociale. Et puis alors, prochainement, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les conséquences à court terme, une plus grande satisfaction, un plus grand sentiment d'efficacité. Vous retrouvez du contrôle sur votre corps. Et on rebascule alors vers quelque chose d'extrêmement positif. Et tout le travail est là, basculer de ce qu'on appelle le cercle vicieux vers le cercle vertueux. Et donc ceci est très important parce que souvent les gens me disent « mais moi je suis fatigué ». Et je dis toujours « oui mais quelle fatigue ?» Alors les gens me regardent toujours un peu étonnés, mais enfin je suis fatigué, un point c'est tout. Non, la fatigue en fait, elle peut avoir plusieurs définitions, en tout cas on peut trouver le musée des fatigues. Et vous avez la fatigue chronique. Je dirais que la fatigue chronique, c'est celle qui nous touche au quotidien, c'est celle qui est liée à l'activité quotidienne, avec une charge mentale importante, des troubles du sommeil, etc. Et puis alors, il y a une première forme de fatigue différente, c'est le flame out. Le flame out, en anglais, ça signifie l'extinction des moteurs. Donc à un moment donné, les moteurs s'arrêtent. Il n'y a plus d'énergie. Le réservoir est vide. Mais dès que vous remplissez votre réservoir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la machine, elle redémarre. Vous êtes reparti de nouveau. C'est ça le flame out. Et donc souvent, ça doit être un indicateur pour vous. Si à un moment donné, vous êtes bloqué, le moteur s'est arrêté, c'est peut-être l'indication que vous êtes en route vers quelque chose de plus compliqué. Et puis alors, on rencontre d'autres phénomènes, le bore-out. Ça, c'est l'ennui. Donc, la fatigue est liée à l'ennui. Les gens s'ennuient, d'accord? Et notamment liée parfois à la solitude.
Vous avez le brown out. Le brown out, ça touche les gens qui ne parviennent plus à trouver du sens dans les choses, qui ne parviennent plus à vivre en harmonie avec leurs valeurs, avec leurs besoins. Vous avez ensuite le blur out ou le blurring. Le blur out ou le blurring, c'est le fait de vivre des conflits privés, des conflits au travail, et ça dévore. Ça mange littéralement toutes les ressources que vous avez en vous. Et puis ensuite, l'étape suivante, et là c'est 80% de mes patients, c'est le burn-in. Quand vous allez trouver un médecin, il va vous trouver fatigué, 9 fois sur 10, il va vous dire « c'est un burn-out ». Et moi, j'opère une distinction entre le burn-in et le burn-out. Le burn-in, pour vous donner une image, c'est l'image de l'élastique. Ce sont les gens qui sont dotés d'une grande conscience professionnelle, qui ne veulent pas lâcher, qui veulent donner une bonne image, et ils tirent sur l'élastique, et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? L'élastique, il explose. Et donc, ce sont des gens qui sont dotés d'une grande conscience professionnelle. Et ça touche énormément de patients. Et donc, comment les détecter? Ce sont des gens qui vont en faire trop, qui vont en faire beaucoup, qui ne veulent pas renoncer, qui vont vous dire « ok, j'accepte ». Et puis à un moment donné, le vase, il est plein. Et alors la dernière étape, c'est le burn-out. Là, moi, je ne peux plus rien faire. Ce sont les psychiatres qui interviennent. Et là, c'est un effondrement des ressources, à la fois physiques, émotionnelles et mentales. Et c'est intéressant, hein, cette typologie des fatigues. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, mais moi j'ai peut-être rencontré un burn-in. Ou vous êtes en train de vous dire, je suis en train de vivre le blurring ou le blur-out. D'accord? Essayez de mettre des mots sur votre situation de fatigue. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, maintenant, c'est d'essayer de trouver les causes de la fatigue. Pourquoi suis-je fatigué? Alors, la majorité des spécialistes vont vous parler des 6 causes suivantes. C'est en fait, comme je dis toujours, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Est-ce que le sommeil est la cause de la fatigue ou bien est-ce qu'on dort mal parce qu'on est fatigué? Est-ce une cause ou une conséquence? C'est la charge mentale, trop d'informations. D'accord? Il y a une surcharge mentale qui s'opère. Le déconditionnement physique, la perte de conditionnement physique, la médication, la détresse psychologique, ça peut être une période de deuil, une période de souffrance importante, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil. Tout le monde vous en parlera. Et moi, je voudrais vous parler de 3 autres causes qui représentent 90% de mes patients. Une autre cause, c'est l'anxiété. L'anxiété, elle dévore les gens. Elle mange véritablement les ressources des gens. Deuxième, la solitude. La solitude est un incroyable mange-ressources. Dans notre société, on ne fait pas suffisamment attention à cette dimension, mais la solitude dévore les gens. Et troisième élément, ce sont les conflits. Les conflits de valeurs, les conflits privés, les conflits professionnels. Est-ce que je vis en harmonie avec ce que j'ai voulu faire? Est-ce que je mène la vie que j'ai toujours voulu faire? Et quand on est atteint d'une maladie, parfois c'est compliqué d'accepter qu'on ne peut pas réaliser l'ensemble des activités, l'ensemble des choses qu'on souhaiterait faire. Il faut donc là apprendre à accepter un certain nombre de choses. Et donc ici, vous trouvez la thèse, l'élément central sur lequel je travaille avec mes patients. Je suis en train de mener une étude sur plus de 250 patients fatigués. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être parfaitement bien mentalement, eh bien, il faut restaurer les 3 piliers suivants. Vous avez ici une représentation d'un temple à la grecque. Dans le fronton, vous avez les jetons d'énergie. Les jetons d'énergie, c'est tout ce qui nous permet d'avancer. Et puis, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du plaisir. Le plaisir, c'est tout ce qui colore notre vie. C'est tout ce qui rend notre vie belle. J'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième pilier, c'est le pilier du projet ou du progrès. Cette capacité à pouvoir vous projeter, à pouvoir regarder devant, à pouvoir avoir un Himalaya. On a tous un Himalaya, je dis toujours. On a tous un Himalaya, mais on a parfois oublié ou il nous semble impossible à atteindre. Et le troisième pilier, c'est le sens. Vivre en harmonie avec ce qu'on a toujours voulu faire au niveau de nos valeurs et nos besoins. Et je vous garantis que lorsque ces piliers s'effondrent, eh bien notre santé mentale s'effondre simultanément. Et donc c'est vraiment l'élément central de la prise en charge de la fatigue. Il n'y aura jamais de pilule. Il n'y aura jamais de pilule anti-fatigue. En revanche, quand on travaille sur ces aspects, on obtient d'excellents résultats. Et donc parallèlement à ça, donc les besoins et les valeurs, j'en parlerai tout à l'heure, ça c'est quelque chose de fondamental. Interrogez-vous maintenant, quelles sont vos valeurs? Le respect, la famille, la justice. C'est quoi vos valeurs? Et est-ce que vous avez l'impression de vivre en harmonie avec ces valeurs? Vos besoins, de quoi avez-vous besoin? Besoin de liberté? Besoin d'autonomie? Besoin de sécurité? Besoin de sens? Besoin de reconnaissance? Et de nouveau,
90% des patients, c'est la donnée statistique, 90% des patients souffrent en fait d'un manque de reconnaissance. Et quand ils souffrent d'un manque de reconnaissance, il y a une émotion qui naît, et cette émotion va manger les patients, mange au sens propre les patients. Et donc ce que je dis toujours, j'expliquerai tout à l'heure le trajet des émotions, si vous parvenez à vivre en harmonie avec vos besoins et vos valeurs, vous avez déjà réalisé un travail très important. Et donc il y a des limites à reposer. Il faut poser des limites familiales comme des limites d'ordre professionnel pour reprendre finalement du temps pour vous, du temps pour restaurer vos valeurs et vos besoins. Là se trouvent les principales causes qui ont été mises en évidence dans l'étude que je mène avec plus de 250 patients dans des pathologies très différentes, puisque certains sont des patients qui ont été atteints du cancer, d'autres ont des maladies inflammatoires, etc. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est très bien, mais on fait quoi, nous, avec ça ? Eh bien, on va tenter de prendre en charge cette fatigue. Et donc, on a construit un trajet de gestion mentale qui s'inspire, évidemment, de la carte que je vous ai proposée tout à l'heure. La première étape, je vous ai dit, c'est d'abord de mettre un visage. C'est d'objectiver, c'est de vous tester. Deuxième étape, c'est de vous délivrer. Essayez de réfléchir à un premier outil qui est l'arbre des ressources. On a des racines. D'accord ? Ces racines, ce sont nos valeurs, ce sont nos besoins. Interrogez-vous, quelles sont mes valeurs et mes besoins ? Est-ce que je vis en harmonie avec ces valeurs et ces besoins ? 2, il y a ce tronc. Est-ce que, pour le moment, j'ai des objectifs ? Est-ce que je parviens à maintenir des objectifs ? Il y a des plus petites branches, ce sont des plus petits objectifs. Il y a les feuilles. Les feuilles, ce sont des personnes ressources. Est-ce que j'ai des personnes ressources ? Est-ce que j'ai des gens sur qui je peux m'appuyer ? Et puis le rouge, c'est ce dont je suis fier. Est-ce que j'ai des pommes de fierté ? Est-ce que je rencontre des choses dont je suis fier ? Et là, c'est une première étape. C'est d'abord vous interroger sur vous-même. Où en suis-je ? Quelles sont les ressources dont je dispose ? Sur qui puis-je m'appuyer ? C'est la première question. C'est l'écosystème, comme j'en discutais il y a quelques instants avec le représentant d'Aussitôt. Un deuxième outil, c'est de vous interroger sur ce que j'appelle la roue des priorités. Ce sont toutes les casquettes que vous assumez, tous les rôles que vous jouez dans votre vie. Vous avez peut-être un métier, vous êtes père ou mère, vous êtes peut-être grand-père ou grand-mère, vous êtes peut-être responsable de la logistique à la maison, vous êtes peut-être également responsable, vous vous occupez de vos petits-enfants. On a peut-être un très très grand nombre de rôles, et il y a un rôle qu'on oublie souvent, c'est le sien. Prendre du temps pour soi. À un moment donné, pouvoir poser son corps. Pouvoir se poser au minimum 30 minutes par jour. Et c'est compliqué de trouver 30 minutes par jour. C'est la première chose à faire. La roue des priorités. Est-ce qu'à un moment donné, je prends du temps pour moi ? Troisième outil, très simple, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Et ça, c'est difficile. Lâcher-prise. Accepter à un moment donné qu'on ne contrôle pas tout. Accepter à un moment donné que je ne maîtrise pas tout. Et donc, je vous invite à faire un petit exercice. Vous mettez au centre du cercle tout ce que vous contrôlez. Et vous mettez hors du cercle tout ce que vous ne contrôlez pas. En période Covid, les gens me disaient « je suis fatigué, j'en ai marre de ce Covid ». Et je répondais toujours, est-ce que vous avez du contrôle sur le Covid ? Est-ce que vous pouvez agir sur le Covid ? Non. Eh bien, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, sur quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Agissons sur les éléments sur lesquels on a une prise. C'est un tout petit exercice qui nous permet de nouveau de reprendre un peu de contrôle sur sa propre vie. Un quatrième outil pour se délivrer, très simple à comprendre, c'est le step by step. Étape après étape. Petit pas par petit pas. C'est important. Souvent, on est trop ambitieux et on n'est pas assez indulgent avec soi-même. Une victoire, c'est peut-être tout simplement de parvenir à tenir une journée à un moment donné en réalisant une activité. C'est peut-être aller se rendre et faire les courses. C'est une petite victoire, mais step by step, c'est ça qui est essentiel. Et alors, il y a un deuxième outil très important, plutôt un deuxième constat, c'est la muraille. Ce sont en fait les obstacles mentaux. Alors ça, c'est très important, les obstacles mentaux. Les obstacles mentaux, ce sont en fait des murs que nous nous sommes construits au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, on se construit des murs et on ne parvient plus à voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. Des exemples d'obstacles mentaux, c'est par exemple la tendance à la dramatisation. On va toujours voir le côté négatif des choses. On va toujours voir la catastrophe arriver. On va toujours voir les éléments négatifs qui vont venir. Vous allez passer un examen médical et vous vous persuadez que ça va mal se passer. Et donc ces obstacles-là, à un moment donné, on construit brique après brique, un mur, et puis on ne voit plus derrière ce qu'il se passe. Et ça, c'est un problème très important. Et là, je vous invite parfois à travailler avec un psychologue pour parvenir à voir de l'autre côté du mur. L'anxiété, de nouveau, nous dévore tous petit à petit.
Continuons notre trajet et franchissons le pont pour aller sur l'île maintenant de la connaissance de soi-même. Essayez de comprendre un peu comment nous vivons chacun notre fatigue. Je vous invite, et vous pourrez disposer de tous les outils, et moi je n'ai pas de problème par rapport à ça si vous souhaitez une copie des outils, le tableau des signes de fatigue, d'abord d'identifier comment la fatigue se manifeste chez vous. Est-ce que par exemple vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez de l'irritabilité? Est-ce que vous avez de l'anxiété? Est-ce que vous avez des troubles de la concentration? Répertoriez tous les symptômes que vous associez à la fatigue. Première étape. Une fois que vous avez réalisé ce travail-là, vous allez associer les symptômes en fait à une couleur. Que signifie ce baromètre de la fatigue? Eh bien, c'est un petit exercice que je fais très souvent. Vous avez 4 couleurs: vert, orange, rouge, noir. Noir, je ne peux plus rien faire. C'est le burn-out, c'est le psychiatre qui prend en charge les personnes. Rouge, c'est une fatigue très importante. Rouge. Et vous allez par exemple mettre quand je suis rouge, donc quand la batterie est vraiment épuisée, quand je suis rouge, eh bien j'ai par exemple des douleurs dans la tête, j'ai mal au dos. Et je perds mes mots, ça c'est rouge. Et au verso de votre petit carton, de votre couleur rouge, vous allez mettre les solutions que vous employez. Donc par exemple, je dis toujours aux gens quand ils sont rouges, il y a une seule solution, c'est d'aller dormir. D'accord ? Et puis ensuite, orange. Quand je suis orange, c'est une fatigue importante. Eh bien là, je commence surtout à avoir des troubles de concentration. Je commence à avoir les yeux qui pleurent, par exemple. Je commence tout doucement à me sentir patraque, comme on dit chez nous en français, me sentir pas très bien, me sentir pas en forme. Et là, vous allez trouver les solutions. Donc, par exemple, aller prendre l'air, aller promener le chien, prendre un thé. Et vous allez construire petit à petit, en fait, vos solutions à votre niveau de fatigue. Et c'est le patient qui trouve les solutions lui-même. C'est vous qui, en fait, savez exactement ce que vous devez faire pour vous sentir mieux. Et alors, vert, évidemment, cela va beaucoup mieux. Et ça, c'est un travail très intéressant. Quand vous parvenez à associer des symptômes à des solutions. Qu'est-ce que je fais quand je suis orange? Qu'est-ce que je fais quand je suis rouge? Un autre outil très intéressant pour vous, c'est de faire un agenda de la fatigue. Vous allez répertorier votre niveau de fatigue tous les jours, matin, midi et soir, d'accord ? Les activités que vous avez réalisées, et votre état émotionnel. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le planning sur 15 jours, on prend l'agenda sur 15 jours, et on met en évidence ce qui vous a rempli d'énergie, et au contraire, ce qui vous a pris toute votre énergie. Et on va se rendre compte en fait que systématiquement, il y a des moments de la journée où vous êtes fatigué. Et puis il y a d'autres moments de la journée où vous êtes en pleine forme. Et on va commencer à réfléchir, à se dire, mais comment peut-on réorganiser les activités pour retrouver de l'énergie à certains moments de la journée. Donc, de l'agenda de la fatigue, on va construire l'agenda de l'énergie. Et donc, les patients retournent après 3 ou 4 séances avec un agenda de l'énergie à suivre et avec toute une série de principes qui leur permettent de mieux vivre en harmonie, en tout cas avec les temps d'énergie. C'est un travail de nouveau simple, mais qui donne d'excellents résultats. C'est vraiment comment vais-je restaurer cette qualité d'énergie? Comment vais-je restaurer ma qualité de vie? Une fois que vous avez réalisé ce travail-là, eh bien, on va se diriger vers les solutions très concrètes. Et c'est là, évidemment, que c'est plus amusant pour vous, d'accord? C'est d'essayer de comprendre d'abord comment allez-vous restaurer vos ressources? Comment remplir ce réservoir? Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais moi, je remplis comment ce réservoir? Eh bien, la première manière de remplir le réservoir, les ressources, c'est de suivre les 5 ou 6 principes que je vais vous proposer ici. Alors, je vous donne toujours une image. C'est celle du masque à oxygène qui est ici présente. Dans un avion, quand il y a un problème, on invite les personnes les plus fortes à faire le plein d'oxygène pour pouvoir aider ensuite les personnes les plus faibles. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est vraiment un principe de base quand on travaille sur la fatigue. Et scientifiquement, toutes les études démontrent que les 6 actions suivantes permettent de recharger les batteries. La première chose, c'est mettre le corps en mouvement. Je dis toujours, ça paraît très compliqué et très simple à la fois. Je ne vous demande pas d'aller faire le marathon de Bruxelles, d'accord? Mais 20 minutes par jour, c'est excellent. Une demi-heure tous les 3 jours, c'est tout aussi excellent. Mais c'est mettre le corps en mouvement. Faire le ménage, c'est mettre le corps en mouvement, d'accord? Faire du vélo, la marche, la course à pied,
Step by step toujours, étape après étape. Ce qui compte, c'est de faire un tout petit pas. Attention à un phénomène qu'on rencontre très souvent, les gens s'engagent, ils décident de faire un jogging, de partir à vélo pendant 2 heures, et puis ils se rendent compte qu'ils sont épuisés pendant 3 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous le bust and boost. Donc c'est un phénomène en fait qui fait que on veut en faire trop, et puis ensuite on le paye véritablement dans son corps. Je dis toujours, et retenez, quand vous faites une activité sportive, augmentez toujours cette activité de 10% maximum. Donc si vous allez nager une demi-heure, eh bien la fois suivante, ce sera 33 minutes. Et puis la fois suivante, vous augmentez de 10% maximum. Deuxième élément important, les bains de forêt. C'est ce qu'on appelle la sylvathérapie. Les Japonais l'ont bien compris. C'est retrouver cette connexion avec la nature. Toutes les études démontrent que la nature est un réservoir d'énergie important. Ça peut être avoir un jardin, vous occuper de vos fleurs à la maison, mais c'est également aller en forêt. Donc ce sont des bains de forêt, et ça recharge terriblement le corps. Malheureusement, l'homme l'a oublié. Il a oublié l'importance de la nature, mais n'oublions jamais que nous sommes au départ des animaux. Troisième élément important, ce sont les activités ludiques. Rire, le jeu, la rencontre, ça nourrit. C'est ça qui nourrit véritablement l'humain. Et là, on constate que dès qu'on retrouve un peu de relation, un peu de sociabilité, eh bien les ressources augmentent. 4, avoir des activités qui émerveillent les sens. Ça peut être l'écriture, la lecture, la peinture, la poterie, ça peut être la cuisine, quelque chose qu'on travaille avec les sens, quelque chose qui fait vivre les sens. 5, les activités qui reconnectent au corps. Prendre soin de son corps. Ça peut être un bain, ça peut être un massage, ça peut être aller chez le coiffeur. Quelque chose qui fait en sorte qu'on prend soin de son corps. On prend du temps pour soi-même. 6, les bulles de repos, les siestes flash. Dans notre culture, la sieste n'est pas culturelle chez nous. Donc nous ne faisons pas traditionnellement des siestes. 20 minutes de sieste, l'impact dans toutes les études est significatif. Avec 20 minutes de sieste, on recharge très fortement les batteries. D'accord ? Donc s'accorder ce qu'on appelle des bulles de repos, s'accorder des siestes flash. Si vous respectez ces principes-là, vous allez remplir votre réservoir de plaisir et automatiquement, vous allez restaurer ce pilier qui est si important de notre temple du mental. C'est vraiment démontré scientifiquement. Deuxième axe important, comment est-ce qu'on va réguler ces émotions ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les émotions nous dévorent de l'intérieur. Alors, c'est quoi une émotion ? Une émotion, je dis toujours, c'est un cadeau. C'est un cadeau, d'accord ? C'est le Jimmy Cricket dans Pinocchio, comme je dis toujours. Hein. Autrement dit, une émotion, elle naît quand nos valeurs et nos besoins sont satisfaits ou sont insatisfaits. Donc, qu'est-ce qui se passe en nous ? Quand un besoin est satisfait, il y a une émotion qui va naître. Et si cette émotion est entendue, est écoutée, d'accord, eh bien, elle va pouvoir être digérée. En revanche, quand nous n'entendons pas nos émotions, elles s'engramment dans le corps, elles vont se fixer dans le corps, d'accord, et elles vont générer à terme de la douleur. Et donc, souvent, les patients me disent « Ah, j'avais mal au dos », d'accord. Eh bien, en français, il y a une expression qu'on emploie souvent qui signifie « j'en ai plein le dos ». Eh bien, j'en ai plein le dos, ça signifie « mes émotions, en fait, se sont mises dans le dos ». J'en ai plein les jambes. Les émotions se sont fixées dans les jambes. Et les émotions, donc, c'est la satisfaction ou la non-satisfaction d'une valeur ou d'un besoin. Je vous donne un exemple. Vous rentrez du travail, vous avez une journée terriblement fatigante, hein, vous êtes en train d'éplucher les carottes et les pommes de terre, votre mari ou votre épouse rentre et vous dit « Quoi ? Le repas n'est pas encore fait ?» Et à ce moment-là, ça monte, il y a quelque chose qui sort de vous-même et vous vous mettez en colère. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La valeur respect, qui est super importante pour vous, a été attaquée, et donc il y a une émotion qui naît. D'accord ? Et si on n'entend pas cette émotion-là, si on met le couvercle sur la casserole, eh bien progressivement, les émotions vont se fixer dans votre corps, et des maladies vont se développer par la suite. Et c'est pour ça que moi je travaille avec des kinés et des ostéopathes. On travaille sur 2 champs différents. Mais quand vous enlevez les émotions, eh bien, enfin quand vous les traitez plutôt, eh bien on constate d'excellents résultats. Et donc la première chose à faire, c'est d'abord, alors en français on dit nettoyer le vase. Nettoyer le vase, c'est renverser l'eau, changer l'eau, d'accord, pour pouvoir remettre une nouvelle eau. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer le vase ? Le sport. Ça peut être la chanson, chanter. Hein, chanter, ça permet de faire sortir beaucoup de choses. Ça peut être parfois une colère. Hein, une colère, ça permet de faire sortir des choses. Mais évacuer en tout cas ce qui est en vous. Deuxième élément, vous devez devenir
des usines à émotions positives. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent la gratitude. C'est être conscient qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent qui sont formidables. Et on a toujours tendance à mettre d'abord l'accent sur ce qui ne va pas. Redevenons des usines à émotions positives. D'accord ? Autrement dit, des usines qui vont satisfaire nos valeurs et nos besoins. Troisième élément important, c'est réguler les émotions négatives. C'est essayer de comprendre les émotions négatives. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, votre mari ou votre femme est rentré et vous dit « le repas n'est pas encore fait ». La remarque de votre mari ou de votre femme n'est pas la cause de la colère, c'est le déclencheur de la colère. La cause, elle est interne, elle est chez nous. Donc autrement dit, la cause, c'est une valeur ou un besoin qui n'est pas satisfait. Ce n'est pas la remarque qui est la cause, la remarque est le déclencheur. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que très souvent, d'accord, eh bien, on a des colères, on a de la tristesse, on a de l'anxiété. Et ces émotions-là sont liées à des situations de la vie de tous les jours parce qu'on ne distingue pas le déclencheur de la cause. Et quand vous distinguez les deux, eh bien, vous parvenez à beaucoup mieux réguler vos émotions. Et enfin, un quatrième élément, je pourrais vous en parler des heures, mais un quatrième élément pour travailler sur les émotions, c'est sélectionner l'information. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes en colère, vous allez vous rendre sur les réseaux sociaux ou vous allez regarder des émissions à la télé qui vont nourrir cette colère. Donc souvent, quand on n'est pas bien, on va lire le journal et on va aller chercher l'information qui va nourrir notre colère. Quand on est triste, on va aller chercher l'information qui va nourrir notre tristesse. Et donc je dis toujours, apprenons à sélectionner l'information. Apprenons à ne pas aller chercher l'information qui va nourrir l'état émotionnel dans lequel nous sommes. Et ça, c'est un travail très compliqué qui n'est pas si aisé à réaliser. Ça me permet également de faire une petite allusion aux séries. Donc aujourd'hui, on est dans une vague des séries, on regarde beaucoup de séries, on regarde beaucoup la télé le soir. C'est évidemment extrêmement négatif, extrêmement néfaste. Puisque quand vous regardez des séries, le but d'une série, c'est de vous faire regarder la série suivante. Donc le but, c'est de vous scotcher sur la chaise, c'est que vous restiez sur votre chaise. Et donc on crée du suspense, de l'attente, pour que vous restiez assis, que vous regardiez la suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe la nuit ? Vous commencez à cogiter, à réfléchir sur la suite de la série de manière inconsciente. Et donc vous obligez votre cerveau à réfléchir, à travailler, alors que c'est le temps de récupération. Et ça me permet donc de parler du troisième aspect suivant, qui est le sommeil. Retrouver un sommeil de qualité. Je vais vous donner une image. C'est l'image du train de nuit. Qu'est-ce qui se passe le soir, d'accord, quand on va se coucher ? Eh bien, il y a le train de nuit qui entre en gare. Eh bien, si vous n'êtes pas prêt sur le quai de la gare avec vos bagages, prêt à monter dans le train il ne vous attend pas. Le train, il part. Et il faudra sans doute attendre le train de 1h du matin, 2h, voire 4h du matin. C'est une image très simple qui permet en fait de comprendre ce qui se passe. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de retrouver un rituel qui correspond en fait au rituel de notre enfance. Ceux parmi vous qui ont eu des enfants savent très bien que lorsque les enfants rentraient de l'école, eh bien ils mangeaient, donc ils prennent un goûter, ils font leurs devoirs, ils vont jouer, ils prennent un bain, ils mangent, on leur raconte une histoire et ils vont dormir. Et on a oublié. On a oublié en fait les bonnes recettes du passé. Donc quand on rentre du travail, la première chose à faire, c'est à ce moment-là que la nuit se décide, la première chose à faire quand vous rentrez du travail, c'est de mettre des mots d'abord sur votre journée. Ce que j'appelle le temps de soutien. Raconter ce qui s'est passé durant ma journée. 2, mettre le corps un peu en mouvement. Donner au corps un temps gratuit. Donner au corps un temps de prédilection. 3, les tâches quotidiennes. On va devoir faire la lessive, on va devoir préparer à manger, etc. 4, un repas équilibré. 5, un temps gratuit de nouveau, un temps pour émerveiller les sens. De la lecture, de l'écriture, la cuisine, je vais me promener, je vais dans mon jardin, un temps gratuit. 6, la douche. La douche, c'est prendre soin de son corps et ça vous envoyer un signal à votre corps, maintenant, c'est du temps pour toi. Maintenant, tu peux récupérer. Et 7, vous allez préparer votre mise au lit. Et je vous propose, moi, ce que j'appelle les 4 tips en français. Donc, c'est les 4 petites techniques que vous pouvez utiliser quand vous vous mettez au lit. Quand vous vous mettez au lit, la première chose à faire, la plupart du temps, c'est d'abord de préparer ce temps de sommeil.
Pour le préparer, donc je vous invite pleinement à avoir un temps de lecture, à avoir un temps où vous discutez, mais un temps calme. Une fois que vous êtes dans le lit, la première chose à faire, c'est de respirer. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Respiration très simple, hein. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous le faites 5 ou 6 fois. C'est retrouver cette cohérence cardiaque, retrouver ce calme. D'accord ? 2, on va essayer d'enfermer les pensées envahissantes de la journée. On termine la journée avec plein de pensées. Et il y a un petit vélo qui tourne dans la tête. Ah, mon fils, demain un examen important. Ah, demain je dois aller à l'entretien pour ma voiture. Et vous avez plein de pensées qui sont dans votre tête, hein, et donc il y a un petit vélo qui tourne dans la tête. Et je vous invite à prendre ces pensées-là et à les mettre à un moment donné dans un coffre. C'est ce que j'appelle se débarrasser des pensées envahissantes. Vous les mettez dans un coffre et vous leur parlez. Et vous leur dites, maintenant c'est terminé. Vous ne venez plus. Je ne veux plus vous voir. D'accord ? On se retrouvera assez tôt, mais là je ne veux plus vous voir. Et donc vous êtes en train de vous séparer de ces pensées qui en fait obsédaient votre mémoire. 3, mettre le bouton sur on. Qu'est-ce que j'ai eu de positif durant la journée ? Qu'est-ce que j'ai rencontré de positif durant cette journée ? 3 choses positives durant la journée. Ah, j'ai eu un bon repas. Ah, j'ai rencontré un collègue. Ah, on m'a dit que j'étais quelqu'un qui travaillait très bien. Remettre le bouton sur on et pas toujours le bouton sur off. N'oubliez jamais une chose. Une minute de colère, hein, une minute de colère ou d'anxiété, il faut 1 heure pour restaurer l'équilibre du corps. Donc si vous laissez systématiquement le corps sur off et que vous ne le remettez pas sur on, eh bien vous laissez ce flux d'énergie négative vous envahir. Et enfin, dernier élément, 4e tips, essayez de vous endormir dans votre lieu refuge. On a tous un lieu refuge. Un lieu refuge, c'est un lieu où on se sent bien. D'accord ? Ça peut être un souvenir de vos vacances. Ça peut être une cabane dans laquelle vous alliez quand vous étiez petit. Ça peut être un endroit à la montagne. Ça peut être la mer. Et vous vivez ce souvenir, vous remémorez de ce souvenir, vous le sentez sous vos pieds, vous sentez l'odeur de la mer, vous sentez la lumière sur votre corps. Vous prenez un coussin, vous le serrez pour vous protéger, et vous êtes en train de créer autour de vous une bulle de sécurité. Je peux vous garantir que la grande majorité des patients que je rencontre, quand ils respectent le rituel et les 4 tips, ils retrouvent une grande qualité de sommeil. Tout simplement parce qu'on a recréé cette sécurité, ce moment finalement de plénitude. Ce sont des conseils très simples que tout le monde peut réaliser, mais qui vous permettent de retrouver une grande qualité. Et enfin, un dernier élément sur lequel je voudrais parler un petit peu, c'est l'anxiété. Je dis toujours, quand on est anxieux, on est un peu comme un poulet sans tête. D'accord ? On court et on n'a plus conscience finalement de la réalité. L'anxiété, c'est simple, c'est cette incapacité de pouvoir voir ses ressources. Donc on a le sentiment qu'on n'a pas assez de ressources pour affronter un obstacle. C'est pour ça qu'on est anxieux. On se dit, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas la force, je n'ai pas les ressources pour pouvoir réussir cela. Et donc automatiquement, de nouveau en nous-mêmes, on crée une émotion qui est l'anxiété. Et donc on peut travailler sur 2 éléments sur l'anxiété. 1, sur la cause de l'anxiété. 2, sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur l'amplificateur de l'anxiété. Ça, c'est nous-mêmes. Et donc, quelques petits exercices pour y arriver, et on pourrait consacrer de nouveau une séance là-dessus. C'est d'abord un discours interne positif. D'abord, être tolérant avec vous-même, indulgent avec vous-même, voir le positif. Souvent, on a du mal à voir le positif sur soi-même. 2, l'activité physique. 3, une activité de nouveau ludique, gratifiante. Vivre ici et maintenant. L'ici et maintenant, c'est cette capacité à pouvoir se dire, voilà, je me concentre sur ce qui se passe maintenant et je ne me projette pas sur ce qui va se passer demain. Je n'ai pas besoin d'imaginer que demain va être une journée difficile. Je me projette sur ce qui se passe maintenant. Et quand vous parvenez finalement à ne pas vous projeter, à vivre dans le présent et non pas dans le futur, eh bien vous parvenez à apaiser l'ensemble de vos sens. Voilà quelques petits outils que vous pouvez utiliser déjà dès à présent pour pouvoir canaliser votre anxiété. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser est demain. Et demain, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, je construis habituellement avec les patients des échelles orientées solutions. C'est-à-dire que les patients se fixent un objectif et on tente d'atteindre l'objectif
étape après étape. C'est un bel exercice intéressant en se posant la question, comment est-ce que je fais pour que demain aille mieux? Et ça, c'est une philosophie de vie, de se dire, comment est-ce que je fais pour que demain aille mieux? C'est pourquoi est-ce que demain ne serait pas une journée miracle? Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que demain soit une journée miracle? Et donc, avec vous, qu'est-ce que j'ai vu maintenant? Toute une série déjà d'éléments très positifs. Le lâcher-prise, les 3 piliers, plaisir, projet, sens. Retrouver l'alignement entre les besoins et les valeurs. Le rituel post-professionnel. Je rentre du travail, je prends un temps de soutien, je prends du temps pour moi-même. Les activités qui ressourcent. Le planning bien-être, donc planning de la fatigue vers le planning énergie. Les fameux obstacles mentaux que j'enlève et que je vais enfermer dans la boîte à soucis, d'accord, dans le coffre-fort. La pratique d'un sport. Le journal de gratitude. Je note tout ce que j'ai apprécié durant la journée, tout ce que j'ai rencontré de positif. La régulation des émotions, j'ai commencé à vous en parler également. Une vie spirituelle intérieure. Beaucoup de gens ont souffert durant le Covid, beaucoup de gens ont souffert de l'absence de relation, mais l'absence également de toute activité. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont souffert de la fermeture des églises, par exemple. Donc, le fait de ne plus avoir de vie spirituelle a été très compliqué pour eux. Et donc, moi, je vous propose un certain nombre d'outils. Les outils de testing, le baromètre de la fatigue, l'IBD-DISC, l'agenda de la fatigue, le rituel du sommeil, l'agenda de l'énergie idéale. J'ai à peu près développé une trentaine d'outils, je vous en ai présenté 8, d'accord? Et parmi ces outils, je vous invite en fait à suivre le chemin suivant. Quand vous allez vous retrouver à la maison, c'est compliqué, vous allez essayer de vous souvenir de la journée, eh bien je vous invite à suivre ce que j'appelle l'algorithme de la prise en charge de la fatigue. La première chose est d'abord d'accueillir la fatigue, de l'accepter, d'accord, et de vous tester. C'est la première chose. D'abord, tester mon niveau de fatigue. 2, c'est toujours essayer de mettre un visage. Comment cette fatigue se manifeste-t-elle chez moi? Quels sont mes symptômes? D'accord? Est-ce que j'ai encore des jetons d'énergie? 3, comment cette fatigue impacte ma vie? Est-ce que j'ai des troubles du sommeil? Est-ce que j'ai des troubles émotionnels? Est-ce que j'ai des douleurs, pardon? Est-ce que j'ai des problèmes par rapport à ma vie familiale? 4, est-ce que mes 3 piliers sont alignés? Est-ce que mon pilier plaisir est rempli? Est-ce que j'ai des projets? Et ensuite, est-ce que ma vie a du sens? Autrement dit, est-ce que je vis en relation avec mes valeurs et mes besoins? Et puis ensuite, vous pouvez mettre en place le planning idéal, vous pouvez mettre en place les activités qui ressourcent, vous pouvez parler des 4 tips du sommeil ou de la régulation des émotions. Voilà le chemin que vous devez suivre. Et si vous suivez ce chemin, vous avez déjà rencontré vraiment d'énormes bienfaits. Vous allez voir que ça fait un bien fou. Globalement ici, sur les 250 patients, on obtient un taux d'adhérence de l'ordre de pratiquement 70%, ce qui est énorme. Donc il y a 70% des patients qui manifestent un mieux-être après avoir suivi les 3 à 5 séances. Et donc là, on obtient vraiment, c'est un résultat relativement rare dans le domaine. Alors je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours un effet qui est lié au fait qu'on prend en charge les gens, qu'on les accompagne, mais les données statistiques montrent que 70% des patients sont beaucoup mieux, se sentent beaucoup mieux après avoir suivi le planning. Pour les autres, ce sont souvent des patients pour lesquels je n'ai pas beaucoup de prise. Donc des patients qui sont en état dépressif, par exemple, je n'ai pas tellement de prise parce que quand on est en état dépressif, on a d'énormes difficultés à mettre un pas puis l'autre devant. Et donc, ce sont souvent des gens qui doivent travailler d'abord avec un psychiatre et puis après, ils retournent dans le trajet de gestion mentale. J'espère sincèrement avoir répondu à un certain nombre de vos interrogations et de vos questions. Je vous invite aussi à une plateforme assez intéressante qui est www.jemerecharge.be, aussi bien en français qu'en néerlandais. Donc vous avez toute une série de conseils parmi ceux que je viens de vous donner, gratuits de nouveau, www.jemerecharge.be, que j'avais réalisé avec une collègue néerlandophone. Et alors, moi, évidemment, je travaille essentiellement sur la clinique de la fatigue. On peut également vous proposer un certain nombre de tests, aussi bien en français qu'en néerlandais. Voilà, je vous remercie. Je tenais vraiment non seulement à vous remercier, mais également à féliciter l'ensemble de l'organisation et à Novartis pour cette belle journée, parce que, comme je dis toujours, on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir mener ce type d'activité, ce type de débat, grâce notamment à l'action de Novartis. Merci à tous.